Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être là au DFS de Lille pour vous présenter un peu un sujet que j'aime bien, la documentation. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pu le constater en travaillant sur différentes applications, différents projets ou durant votre carrière. Souvent on arrive et donc on demande la documentation. Et souvent, on trouve une documentation, déjà si elle est existante, c'est déjà bien, mais elle n'a pas forcément la même structure d'un projet à l'autre. On va trouver une structure différente, on va trouver des diagrammes différents, et puis vous avez peut-être même déjà pu assister à des réunions de restructuration de la documentation parce que les gens ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Et dans ce genre de réunion, tout le monde a son petit mot à dire pour essayer de... Parce qu'ils ont une vision d'une structure ou ce genre de choses. Et donc souvent ça tourne en rond, c'est refacto, et ensuite, un ou 2 ans après, c'est refacto, etc. Et donc partant de ce constat, je me suis demandé s'il n'existait pas un template de documentation qui répondait à cette problématique. Et donc en faisant un petit peu de recherche, je suis tombé sur Arc42. Donc Arc42, c'est un template open source qui a été créé par deux Allemands, Gernot Stark et Peter Ruschka, il y a une dizaine d'années, donc c'est quelque chose qui est pas forcément récent. Et donc ce template, il permet de décrire une architecture logicielle. Donc c'est clairement de la documentation technique. C'est disponible, quand vous allez sur le site, c'est disponible sous plein de formats différents. On va retrouver du Word, du Markdown, du LaTeX, du Confluence, etc. Mais les sources qu'il propose, vraiment la source du template, c'est de l'ASCII-Doc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du Markdown. Et donc, déjà, premier propos, c'est de faire de la documentation as code, comme on le dit, avec du Markdown ou de l'ASCII-Doc. C'est quelque chose qu'on aime bien, généralement, nous les devs, parce qu'on va pouvoir l'intégrer dans nos workflows. On va pouvoir faire de la review, de la merge request ou de la pull request, etc. Et donc ça, c'est déjà bien. C'est versionnable, on peut le versionner sur notre repo. Et en plus de ça, ça permet de générer plusieurs formats différents. À partir d'une source ASCII-Doc, on va pouvoir en extraire du PDF, publier directement dans du Confluence, etc. Et pour info, vous verrez, hein, ma présentation, elle est faite en ASCII-Doc aussi. Donc ça ressemble à quoi Arc42 quand vous allez sur leur GitHub? Ça ressemble à ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs langues, ils proposent de templates sous plusieurs langues différentes. Et ce qui est important à retenir là-dessus, c'est qu'il y a 12 parties. Et dans chacune de ces parties, ils vont nous guider sur trois aspects différents. La première chose, ça va être sur le contenu. Donc en fait, ça va nous dire qu'est-ce qu'il faut documenter dans cette partie. Ensuite, la motivation, pourquoi il faut documenter cette partie-là, pour qui aussi il faut le faire. Et enfin, la représentation. C'est comment je vais représenter ce qu'il faut documenter. Donc là, ils vont nous dire, il faut plutôt faire un schéma, il faut plutôt mettre une liste à puces, faire un tableau, etc. Ce genre de choses. Donc durant ce talk, je vous propose d'appliquer de manière simple ce template à un projet fictif. Donc on va reparcourir ces 12 parties-là, vraiment de manière rapide. Et pour nous aider à remplir ces parties, je vais vous proposer aussi de présenter tout un tas d'outils qui permettent de générer de la documentation. Donc je me présente, comme l'a dit Olivier, je suis chez OnePoint depuis 11 ans à Bordeaux. Donc je suis tech lead archi applicatif plutôt back-end et j'aime bien la documentation. Vous verrez, donc là il y a mon GitHub, donc vous retrouverez le repo, je vous le mets à la fin, le QR code, mais donc il y aura les slides, tous les outils évoqués, vous allez voir, il y en a pas mal, donc si vous n'avez pas pris des notes, vous retrouverez tout sur le GitHub. Et à chaque fois, il y a un README aussi pour expliquer un peu comment on les utilise, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus. Donc je vous l'ai dit, on prend un projet fictif. Je pense qu'on a à peu près tous travaillé au moins sur un bout d'une archi comme ça. Donc on va avoir une IHM qui communique avec une API via un contrat d'interface, et l'API elle a une base de données. Architecture plutôt standard. Bon, c'est la thématique de l'année un peu. On va dire que c'est une billetterie pour les JO 2024. Donc on va aller vraiment à l'essentiel. Si ça vous intéresse, quand vous irez voir Arc42, vous allez voir que il y a vraiment énormément de choses à remplir. Mais je vais juste vous donner un peu les grandes thématiques de chaque partie.
Et je ne vais pas détailler l'installation des outils, mais je vous garantis qu'ils sont tous simples d'utilisation, ils sont bien documentés, ils proposent soit une CLI ou du SH ou ce genre de choses, donc ils sont tous intégrables dans une CI, et ils sont tous open source. Donc la première partie, c'est l'introduction objectif. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va renseigner? On va renseigner les objectifs et contexte du projet. On va rester sur une vue très haut niveau du système, on va lister les grandes fonctionnalités, et donc pour notre application de billetterie, ça donnerait quoi? On pourrait acheter des places pour les JO dessus, et ensuite télécharger les billets achetés. Donc les deux grandes fonctionnalités de notre système. Dedans, on va aussi mettre les liens vers la documentation existante. Donc on va recenser tout ce qu'on peut avoir. Donc par exemple les maquettes de notre application, les specs fonctionnels, on peut retrouver aussi la documentation de référence de l'API REST. Et donc ça tombe bien, mon API REST, elle a un contrat d'interface. Donc un contrat d'interface, c'est quoi? C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est une spécification déjà, Open API spécification. Et donc c'est une structure JSON qui va décrire nos différents endpoints avec nos différents retours, nos codes retour HTTP. On va retrouver tout ce dont on a besoin pour appeler notre endpoint, qu'est-ce qu'il y a en retour, etc. Donc je choisis OpenAPI, il y en a plein d'autres. Il y a Blueprint, Ramel, etc. Mais c'est quand même l'OpenAPI spécification, c'est quand même assez répandu. C'est le plus populaire. Donc quand on a un contrat d'interface, il y a des outils qui vont nous permettre de le générer de l'ASCII-doc. Donc vu qu'on a vraiment toute notre API qui est décrite dans ce contrat d'interface, en fait, il y a des outils qui vont nous permettre d'extraire tout ça et le mettre joliment sous forme d'ASCII-doc. Donc l'outil qui est le plus répandu, c'est OpenAPI Generator. Donc ça, voilà, une fois que vous avez votre ASCII-doc, vous pouvez l'intégrer dans votre template ARC42 et du coup, vous publiez ça et vous avez votre doc de référence. Donc ça, personnellement, je trouve ça un peu moche, parce que vous allez voir, l'ASCII-doc, déjà, c'est pas forcément très joli. Bon, c'est du Markdown, hein, mais ça va être un peu des tableaux, ce genre de trucs. Donc, c'est pas forcément hyper sympa, et il y a mieux à faire. Une autre manière d'exploiter les contrats d'interface, c'est de générer des sites statiques. Donc, OpenAPI Generator, il permet aussi de générer des sites statiques là-dessus. Je vais vous montrer un exemple. Et je peux vous citer aussi Redoc, qui est un petit peu, qui en ce moment, on va dire que ça marche un peu mieux, ça marche pas mal, dans le sens où même, je ne sais pas si vous avez les dernières versions d'IntelliJ, mais quand vous ouvrez un contrat d'interface, il vous met une sorte de site statique dans IntelliJ au format Redoc pour pouvoir jouer avec votre API. Donc il y en a encore plein d'autres, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu les deux. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est celui qui a été généré par OpenAPI Generator. Donc personnellement, je le trouve un peu moins joli, Mais voilà, on va retrouver nos différents endpoints. Et donc là, par exemple, si on veut voir tous les événements qu'il y a au JO, ok, ça va nous dire que ça va reprendre en fait les informations, la recherche d'événements, etc., les différents codes retour en fonction de ce que peut renvoyer notre endpoint, etc. Donc ça, ça se génère en une ligne de commande, et c'est très bien. Là, je vous présente Redoc. Donc Redoc, personnellement, je préfère, c'est un peu plus joli quand même. Donc là, on va retrouver, pareil, les différents domaines de notre API, la réservation, et en plus de ça, on va pouvoir, selon les versions, donc celle par exemple qui est intégrée dans IntelliJ, on peut directement s'amuser à poster et tester notre API qui est connectée derrière à notre vraie API qui est déployée, ou en local. Et donc ça, ce site statique, vous pouvez le mettre sur un GitHub Pages ou sur n'importe quel hébergement statique et faire un lien dessus depuis votre template ARC42. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais moi, j'ai pas de contrat d'interface sur mon API, donc comment je fais? Donc il y a des outils qui permettent de générer des contrats d'interface à partir du source code, du code source. Et donc venant du monde Java Spring, je vais citer SpringDoc qui permet de faire ça. Il y avait SpringFox sur des versions un peu plus anciennes, mais c'est disponible dans tout plein de langages, du .NET, du Node.js, etc. L'idée, ça va être des outils qui vont vraiment faire de l'analyse statique de vos différents contrôleurs ou endpoints, etc. Et ils vont créer des specs, une Open API spec, Et si vous n'avez pas d'API REST, on va retomber sur des
vraiment de la Javadoc, de la JSDoc, on va retrouver sur la manière de gérer de la documentation en fonction de votre langage. Petit aparté, donc sur la Javadoc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas forcément hyper sympa d'écrire de la Javadoc. On peut pas tout faire non plus en termes d'écriture ou de lisibilité. Donc il y a un plugin qui s'appelle ASCII Doclet qui permet de faire de l'ASCII-Doc dans la Javadoc. Et là, une JEP Java qui est sortie il y a quelques semaines. Donc pour la sortie Java 23, on va pouvoir écrire du Markdown dans notre Javadoc. Donc ça va être, c'est la sortie, je ne sais plus quand c'est, en septembre je crois. Et donc voilà. Donc je dis pas qu'il faut absolument utiliser ces outils. Souvent, c'est un peu une guerre de chapelle entre ceux qui vont vous dire écrivez votre Javadoc, vos règles de gestion, etc. dedans, comme ça on peut les extraire. D'autres, ils vont vous dire que ça pollue le code. Donc ça, c'est à vous de voir avec votre équipe, avec vos tech leads, vos archis, pour que tout le monde se mette d'accord et avoir une doc sympa. Donc la partie d'après dans Arc 42, c'est les contraintes d'architecture. Dedans, on va lister les contraintes techniques, organisationnelles, et on va aussi mettre les conventions. Donc, dans notre cas, on pourrait dire l'application doit être compatible Firefox, Edge, Chrome. Donc ça, on est sur des contraintes techniques qui vont être imposées par le client. L'application doit être déployée dans un serveur Tomcat, ou on doit utiliser une base de données Oracle parce que notre client, ils ont des licences, etc. Donc c'est des contraintes qu'on va être obligé de prendre en compte pour réfléchir à notre architecture. Et on va aussi lister tout ce qui est convention de code, de nommage, de commit, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand il y a un nouvel arrivant qui arrive sur votre projet, vous pouvez déjà lui faire lire cette partie-là, et il va retrouver au même endroit toutes les conventions du projet. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le contexte et périmètre. Donc dans cette partie, on va vraiment avoir une vue macro du système. Il conseille de le représenter sous forme de diagramme de contexte. On va avoir les interfaces externes, etc. Souvent, c'est le genre de diagramme qui est compréhensible par les non-techniciens. Donc ça, c'est très sympa quand vous allez en réunion pour parler avec vos PO, vos PM, etc. Vous pouvez vous appuyer sur ce genre de diagramme pour le faire. Donc, pour faire des diagrammes, il y a pléthore d'outils, Visio, Droyo, etc. Mais ils ont des inconvénients selon moi, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous généralement on aime bien tout ce qui est Ascode parce qu'on va pouvoir le versionner, et donc du coup un Draw.io, alors vous pouvez versionner un SVG, mais vous n'allez pas pouvoir faire une merge request dessus, ou en tout cas vous n'allez pas pouvoir voir les différences qu'il y a eu. Donc je vais vous parler de ces 4 modèles. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la conf de Damien au premier rang hier des 4. Il y en a qui étaient à la conf de Damien? Ok. Bon, il y aura un petit peu de redite, mais ça fait pas de mal. Donc le C4 modèle, c'est quoi? Ça a été créé par Simon Brown il y a une quinzaine d'années, et donc il appelle ça du modèle Ascode ou du diagramme Ascode. Et donc on va vraiment, comme notre code, notre doc, on va coder notre diagramme. Donc C4, ça permet de représenter un système sous plusieurs niveaux d'abstraction. Là, je vous l'ai dit, dans cette partie d'Arc 42, on est une vue macro, on est la vue contexte. Donc je vais juste vous présenter celle-ci, et plus tard, je vais vous expliquer les 3 autres niveaux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, si je prends notre système de billetterie, donc notre système, nous, il est en bleu, et donc on va avoir vraiment les grosses boîtes avec qui notre système communique. Donc on va avoir un système de paiement pour gérer les transactions financières, un système de messagerie qui ensuite enverra les billets à notre client. Donc ça, C4, il y a plusieurs manières de l'écrire. Donc C4, c'est pas, il n'y a pas un DSL derrière. Simon Brown, il fournit pas une manière de l'écrire, mais par contre, il y a plusieurs outils qui vont permettre de l'écrire, justement, et de l'implémenter. Donc là, j'ai choisi PlantUML. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc là, c'est un peu en petit, mais on définit nos 4 boîtes, personne, système externe, et ensuite les relations avec nos boîtes. Donc c'est plutôt simple. Donc ensuite, 4e partie, stratégie de solution. Donc dedans, on va mettre les décisions fondamentales façonnant l'architecture du système.
Donc là, il ne faut pas non plus détailler, il conseille juste de mettre une liste à puces, de les lister, et ensuite de mettre un lien vers l'étude. Et donc nous, on pourrait se dire, ok, bon, va y avoir un fort trafic sur le site, donc on va lister nos contraintes, et donc on va mettre en place une file d'attente à l'achat pour que l'expérience utilisateur soit plus sympa. Donc ça, c'est un exemple, comme je vous l'ai dit, hein, on passe rapidement sur certaines parties de ARC42. Ensuite, on a la vue en boîte. Donc là, on a la décomposition du système en boîte avec plusieurs niveaux d'abstraction. Et on revient sur sur C4, pardon. Donc là, on a vu, donc c'est fait exprès, hein, c'est petit, ne vous faites pas mal aux yeux. Donc là, je vous ai présenté celui-ci tout à l'heure, la vue contexte. Donc on va avoir la vue container. Donc l'idée, ça va être de zoomer sur notre système à nous, notre boîte bleue, et dedans, on va décrire la vue container. Donc c'est pas container au sens Docker, c'est container au sens unité déployable. Donc là, par exemple, il faut retrouver notre base de données, un front, une API, etc. Ensuite, on va rezoomer sur un conteneur et on va détailler encore une fois ce qu'il y a dedans. Donc là, sur une application Spring, on va trouver nos contrôleurs, nos composants, etc. Et enfin, dernier niveau, la vue code. Donc là, on tombe sur du diagramme de classe, quoi. Généralement, on écrit plutôt ces trois niveaux, parce que c'est plus sympa de travailler avec ces trois niveaux-là, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, il y a quand même deux inconvénients au diagramme de cette manière. La première problématique, c'est de celle qui est écrite avec PlantUML, enfin en tout cas de celle qui nous permettent d'écrire du C4. C'est que vous voyez là, typiquement, mon système, mes boîtes grises, là, donc par exemple mon système de paiement, je vais le retrouver partout, sur mes trois diagrammes. Et ça, en fait, concrètement, hein, dans votre fichier, vous allez avoir un fichier PlantUML pour chacun de vos schémas, vous allez avoir de la redondance d'informations. Et ça, c'est une première problématique, on va dire, avec ce type d'usage. Donc si vous avez un refacto à faire, vous allez être obligé de modifier tous vos fichiers. Et la deuxième problématique, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà amusés à faire du C4, c'est quand vous avez un gros système et vous avez énormément de boîtes. Et en fait, on passe plus de temps à s'amuser à mettre les boîtes joliment. Donc il y a des layouts, je ne vous l'ai pas montré, mais avec du C4. Enfin, il y a PlantUML, vous pouvez mettre des layouts pour dire je veux cette boîte au-dessus de l'autre. Mais en fait, vu que c'est quasiment autogénéré, en fait, vous passez plus de temps à faire du layout qu'autre chose. Et donc en fait, c'est plus du tout... personne ne va aller voir votre schéma, quoi. Et donc, c'est comme ça que je vais introduire Structurizer, dont Damien a fait une presse hier. Donc ça a été aussi créé par Simon Brown, et donc ça permet de résoudre ces deux problèmes. Donc Structurizer, c'est un DSL, Domain Specific Language, qui ressemble à ça. Donc dans sa manière la plus simple, on va avoir un workspace. Dans ce workspace, on va avoir un modèle, une vue. Enfin, les vues. Dans le modèle, on va décrire nos boîtes. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, le client, c'était une boîte. Mon système de billetterie, c'est une boîte. Et on va pouvoir décrire l'intérieur de nos boîtes. Donc là, on décrit nos conteneurs. Et dans nos conteneurs, on pourrait aussi décrire nos classes à l'intérieur. Comme je viens de le faire. Ensuite, on va décrire, donc toujours dans la vue modèle, on va décrire nos liens. Donc c'est les liens entre nos boîtes. Et enfin, dans la vue, on va dire ce qu'on veut voir. Donc on a vraiment les deux choses qui sont décorrélées. On décrit nos boîtes, et dans la partie vue, on va demander à Structurizer les schémas qu'on veut exploiter. Et donc je vais vous faire une petite démo. Alors, voilà. Donc là c'est un... Donc je l'ai écrit, donc vous pouvez le retrouver aussi sur mon GitHub. Hein. Il est un peu plus, vous voyez, hein, il est un peu plus touffu. Vous voyez bien ou pas? Ça va? Bon, donc là on va retrouver la description, donc le client, le paiement, le mail, donc c'est ce qu'on va retrouver ici, nos différents systèmes. Nous, le système qui nous intéresse, parce que c'est le nôtre, celui qu'on veut documenter, c'est notre système de billetterie. Donc voilà, donc j'ai mis des exemples. Ici, c'est les relations entre nos boîtes, et ici, c'est nos différentes vues. Donc je vous fais une petite démo Structurizer. Donc là, je suis sur le site de Structurizer qui permet de faire ça. Il y a des outils qui permettent de le faire tourner en local, etc. Mais ce n'est pas le propos de ma conf. Donc vous voyez les différentes vues. Donc là, on est sur la vue système contexte. Et donc, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit en C4
en C4, PlantUML, il a directement été produit depuis le DSL Structurizer. Donc là, je vais pouvoir lui demander, par exemple, ma vue container, celle qui est juste en dessous. Donc là, elle s'affiche mal parce qu'en fait, il y a un système d'auto-layout. Donc si on lui dit baguette magique, auto-layout, il va nous produire quelque chose. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir déplacer nos boîtes. Et encore une fois, ce qui est important aussi là-dessus, c'est que la manière, donc déjà on n'est pas sur l'auto, enfin vraiment pour ceux qui ont fait du C4, ça c'est un peu magique, mais il va mettre dans un fichier à côté, un fichier JSON, il va vous sauvegarder exactement là où vous avez mis les positions de vos différentes boîtes. Donc vous n'êtes pas en train de polluer vraiment votre DSL qui fait foi. Toute cette partie-là, elle est à côté, quoi. Donc ça c'est la partie sympa. Et donc, vous voyez aussi, on peut le voir sur certaines boîtes, il y a du zoom, ça nous propose une petite loupe, et c'est ce qu'on voit en fait, c'est un diagramme dynamique. C'est qu'en fait, quand on va zoomer sur une boîte, on va pouvoir aller voir dedans. Donc là, je vais vous montrer une autre feature qui est assez sympa, c'est l'include. Donc là, si je lui demande, donc étoile, ça veut dire, ok, montre-moi tout, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a trop de boîtes à montrer, souvent c'est pas sympa pour faire une étude d'impact. Et donc là, on pourrait se dire, ok, moi j'ai besoin de savoir tous ceux qui utilisent la base de données en input. Et donc je pourrais aller dire, ok, je veux tout. Donc il faut faire une flèche. Je veux toutes les flèches en fait qui arrivent sur ma base de données. Et donc là, il va nous sortir nos deux services qui l'utilisent réellement. Et donc là, on a résolu le premier problème de il y a trop de boîtes, je veux faire une étude d'impact plutôt sympa. Et donc vous pouvez garder cette vue-là et ad vitam aeternam si ça vous intéresse. Et donc le deuxième problème que je vous avais dit, c'était la redondance d'information. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune redondance d'information. Mon système de paiement externe, il a été défini qu'une seule fois et il n'est jamais redéfini nulle part ailleurs. Et ça me permet de générer vraiment tous mes diagrammes. Donc il y a encore plein de choses à dire sur Structurizer. Justement, il y a moyen d'exporter, si vous n'aimez pas l'interface, vous pouvez exporter directement en PlantUML, vous pouvez exporter en Mermaid, en Dot, en SVG, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc je reviens sur la presse. En plus de ça, ça je vous montrerai peut-être tout à l'heure. En plus de ça, Simon Brown, alors je ne sais pas si c'est lui réellement, mais il y a 2-3 jours, il y a des tutos qui sont apparus sur le site de Structurizer, enfin, et donc vous pouvez suivre le tuto pour voir et pour vous amuser et comprendre un peu rapidement comment fonctionne l'outil, quoi. Donc la vue en boîte, je vais vous proposer un second outil qui s'appelle Compodoc, réservé plutôt pour les stacks Angular, Stencil et Nest.js. Donc ça a été créé en 2016 par Vincent Globinski, qui donne toujours des confs d'ailleurs. Et donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc déjà, il va prendre votre readme, il va afficher, donc ça va générer un site statique. Vous voyez, donc vous ajoutez une dépendance dans votre projet Angular ou dans votre Stencil ou dans votre Nest.js, et vous tapez cette commande, compodoc-p avec la config qui va bien, et il va vous générer ce site statique, qui a, selon moi, quelques fonctionnalités sympas. La première, c'est celle-ci. Alors là, on n'est pas sur du C4, dans le sens où, vous voyez, en fait, on a des modules qui pourraient s'apparenter à des composants, mais on a aussi des classes, des intercepteurs, ce genre de choses. Donc là, ça permet vraiment d'avoir, dans votre front, si vous avez un gros front, ça vous permet d'avoir vraiment la big picture, ou en tout cas de voir, ça permet aussi de voir si vous avez des liens qui ne devraient pas être là. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est de l'analyse statique, encore une fois, du code. Donc il y a plein de trucs. Donc on va avoir, ça peut lister les dépenses, etc. Bon, bah ça c'est pour éviter d'aller dans le code. Encore une fois, si le diagramme il est trop gros, vous pouvez aller sur un module en particulier et avoir le module dédié. Et il récupère toute la JSDoc. Donc là, si je prends par exemple, je ne sais plus lequel, je crois que c'est peut-être lui. Non, ou c'était le pipe. Il va récupérer la JSDoc. Donc c'est pareil, ça permet de vous faire une documentation pour gratuit, quoi. Et enfin, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est les routes.
Donc là, on est sur un cas d'usage plutôt simple, mais si vous avez des routes en profondeur et tout, ça vous permet de voir un peu les différents... comment naviguer sur votre site. Si vous n'aimez pas l'interface, encore une fois, tous les schémas, ils en font du SVG, donc vous pouvez les récupérer, les intégrer, et puis voilà, dans votre ASCII doc, et puis voilà. Donc si vous faites du Vue.js, du React ou les autres stacks, il n'y a pas d'outil clé en main. Moi, j'ai pas vu d'outil qui fait comme Compodoc. Ça pourrait s'expliquer sûrement par le fait que Angular il propose un framework clé en main, chose c'est batterie inclus comme ils disent, avec tout ce qui peut. Donc du coup l'analyse statique elle se fait simplement, là où des frameworks comme React ils laissent plus la main aux développeurs et donc il faudrait des outils qui s'adaptent à beaucoup de librairies. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas. Donc on arrive à la moitié de notre template, la vue exécution. Donc on va décrire dedans le comportement concret des briques du système à travers des scénarios. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas être exhaustif vraiment sur tous les cas imaginables de tous vos cas d'utilisation. Nous, ce qu'on veut savoir dans cette partie, c'est vraiment comment interagissent vos boîtes. On peut aussi lister tout ce qui est lancement de vos composants, le démarrage, l'arrêt, toutes les procédures, etc., les scénarios d'erreur. Il nous propose tout un tas de diagrammes, donc d'activités, de flux, de séquences. Là, je vous présente celui-ci. Vous voyez, par exemple, là, on voit facilement comment nos boîtes interagissent, comment nos systèmes interagissent. Donc, on pourrait aller dans le détail après. Souvent, on va aussi décrire les workflows d'authentification, ce genre de choses. C'est des choses qui aident souvent les développeurs. Donc ça, je l'ai écrit en Mermaid. Je voulais vous en parler aussi. Parce que tout à l'heure je parlais de PlantUML, mais Mermaid en fait il est hyper bien intégré dans beaucoup de, enfin il est nativement intégré dans beaucoup d'outils type GitLab, Bitbucket ou ce genre de trucs. Vous mettez du Mermaid, vraiment vous mettez ça dans votre Markdown et ça vous rend le schéma qui est à côté. Là où PlantUML ça demande un petit peu plus d'outils derrière avec du GraphViz ou ce genre de choses ou du Croquis, mais c'est sympa Mermaid, c'est sympa. La vue déploiement, dedans, on va mettre la description de l'infrastructure technique et la correspondance avec les briques logicielles. Donc en gros, c'est voilà mon infra et j'ai quelle brique logicielle qui est déployée dans quelle brique d'infra. Donc on va mettre nos emplacements géographiques, les serveurs, on peut donner les processeurs, la vue réseau, etc. Donc là, je vous montre alors c'est petit, mais vous inquiétez pas. C'est la vue infra. Donc je vais aller. Donc ça a été généré par Structurizer. Donc c'est une autre fonctionnalité de Structurizer que j'avais cachée tout à l'heure. Donc c'est cette vue-là, le deployment environnement. Donc là on va décrire l'environnement de développement. Donc je vais vous le montrer ici. Et donc on va pouvoir voir par exemple que notre API REST elle est déployée sur un Tomcat, contenue dans un Docker, sur la VM avec telle IP. Et là vous voyez. Les nœuds, donc ça va correspondre à notre imbrication là, VM, conteneur, Apache. Mais vous voyez qu'on associe directement une instance à notre brique logicielle. Donc encore une fois, il n'y a pas de redondance d'information. Et tout ça, c'est récupéré. On l'a écrit une seule fois pour toutes. Donc là, j'ai décrit l'environnement de développement, mais on peut bien imaginer décrire l'environnement de pré-prod, la prod, etc. Tout ce genre de choses. Donc ensuite, si vous avez du Kubernetes, il y a des outils K8SViz ou KubeView qui permettent d'analyser votre cluster, votre namespace, et en fait, il va en extraire un schéma. Donc ça peut être sympa, c'est plutôt que de l'écrire à la main avec Structurizer. Du coup, vous pouvez générer votre schéma qui correspond du coup à votre environnement sur lequel vous avez fait tourner l'outil. Et pareil, si vous êtes plutôt sur du Docker Compose, parce que c'est une petite app ou parce que ça fait le job. Il y a des outils, Docker Compose Diagram, Docker Compose Viz. Vous les faites tourner, ça vous extrait des schémas et vous avez votre vue déploiement assez rapidement. Ces outils fonctionnent, mais ils ne sont pas forcément maintenus et ils ont des limitations. Et c'est le moment où je vous dis que tout ce que je vous présente, c'est de l'open source. Et donc, il faut y contribuer.
S'il y a des choses qui commencent à vous plaire et que vous voyez des limitations, il y a même certains de ces outils, je ne sais plus exactement lequel, mais ils ont une roadmap des prochaines fonctionnalités qu'ils aimeraient bien développer, et ils ont besoin de bras, donc allez-y. Partie 8 de ARC42, les concepts transversaux. Dedans, on va mettre les principales directives transverses à l'application. C'est clairement la partie la plus énorme, on va dire, du template, parce qu'on va pouvoir mettre énormément de choses dedans. Donc c'est très vaste. On va décrire un peu comment est packagée l'application, comment est fait le déploiement. On va pouvoir mettre nos patterns d'architecture, les règles d'utilisation des dépendances, l'observabilité. Voilà. C'est un échantillon, mais c'est dedans. On va vraiment mettre énormément d'informations. On va pouvoir aussi décrire notre modèle de données. Et là-dessus, je vous présente un autre outil qui est SchemaSpy. Donc SchemaSpy, outil open source, on lui fournit une URL de connexion à la base de données et il va nous générer un site statique que je vais vous montrer. Il est compatible avec quasiment toutes les bases de données, hein, c'est du JDBC derrière. Donc ça ressemble à ça. Donc un des avantages selon moi à utiliser SchemaSpy, c'est notamment les commentaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les comments, alors c'est pas du standard SQL, hein, mais c'est implémenté par Oracle, par Postgre et par d'autres bases de données. Mais vous allez pouvoir mettre des comments sur plein d'objets de votre base de données. Vous allez pouvoir mettre des comments sur vos colonnes, des comments sur des tables, bien sûr, sur vos vues, sur des relations, sur des index, sur tout un tas de choses. Et en fait, vous allez pouvoir décrire, apporter un petit peu plus de fonctionnel au plus proche vraiment de vos différents objets en base de données. Et grâce à SchemaSpy notamment, vous allez pouvoir ressortir et retranscrire toutes ces informations à ce niveau-là. Et encore une fois, quand vous faites je ne sais pas si vous avez du Liquibase, du Flyway ou ce genre de choses, les commentaires, vous les voyez passer en pull request et donc vous pouvez aussi challenger les devs là-dessus, quoi. Donc ça, c'est quand vous couplez les comments à SchemaSpy, vous avez de la documentation qui est vraiment sympa à utiliser. Autre fonctionnalité de l'outil, donc ça va être les relations. Donc ça, rien d'extraordinaire. Tout le monde est capable tous les IDE sont capables de gérer des gros MPD. Mais encore une fois, quand il y a trop de boîtes, on n'a plus envie de regarder le diagramme. Et donc, c'est pour ça qu'il a une petite fonctionnalité sympa. C'est que quand vous allez directement sur une table, vous allez pouvoir voir directement les relations qui sont juste là. Voilà, les relations de premier degré ou les relations de 2 degrés de nos différentes tables. Donc quand vous voulez faire une étude d'impact, encore une fois, c'est plus sympa d'aller par là. Si vous n'aimez pas l'interface, derrière c'est du SVG ou du PNG, donc vous prenez directement les fichiers, donc tout est bien normalisé, donc vous pouvez vraiment tout industrialiser dans votre CI, les intégrer dans votre template ARC42, et voilà, ça vous fait de la documentation plutôt sympa. Je suis en train de tester un autre outil qui s'appelle Azimut. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent aussi, qui est open source avec un petit peu de pricing sur certaines fonctionnalités. Donc je suis en train de le tester, mais je l'évoque parce que ça a l'air prometteur. Notamment, ils veulent intégrer de l'IA ou ce genre de choses pour améliorer les requêtes SQL qui sont faites sur votre base de données, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est hyper récent, donc je ne sais pas intégré dans la presse, mais perso, je suis en train de regarder. Je reviens sur les slides. Donc ensuite, les décisions d'architecture. Donc dans cette partie, on va mettre les décisions architecturales significatives. Donc là, pourquoi déjà il faut faire ça? C'est parce qu'on a du turnover sur nos projets et souvent on ne se souvient plus trop les choix qu'il y a eu. Pourquoi on a mis une base documentaire pour gérer ces trucs-là, etc. Donc on pense naturellement aux ADR, aux architectures Decision Record, quand on pense à cette partie, et ils conseillent justement d'en faire. Donc ça ressemble à quoi? Il y a plein de manières d'en écrire. Je vous mets un truc très simple. Souvent on va mettre le contexte. Pourquoi on écrit cet ADR? Pourquoi on s'est tous réunis autour d'une table pour parler du souci qu'on a? La décision, comment on a abordé le problème, est-ce qu'on a dit oui, est-ce qu'on a dit non, est-ce qu'on POC, donc c'est quelque chose qui peut vivre, hein. Vous faites un POC, ça n'a pas marché, bon, vous l'écrivez dans votre ADR, vous y revenez, et puis voilà. Au moins vous avez une trace de on a essayé, on a eu telle problématique, et peut-être que dans 2 ans, il y aura d'autres nouveautés qui feront que vous pourrez revenir dessus. Et enfin, le statut, donc le statut de l'ADR.
Donc ça, c'est très simple. Vous verrez aussi dans le repo que je vous donne, dans mon GitHub, il y a un autre repo GitHub d'une personne qui tient tout un tas de formats d'ADR différents. Donc il y a une dizaine, quinzaine d'ADR différents. Et donc voilà, c'est sympa d'aller jeter un œil et faites votre marché, quoi. Ensuite, les critères de qualité. Donc dedans, on va mettre les critères de qualité, les cas d'utilisation permettant de les évaluer. Donc là, souvent on est sur les PO ou les PM. Il faut que ce soit performant, il faut qu'il y ait la sécurité, etc. Donc ça, c'est bien beau de le mettre dans votre documentation, mais souvent c'est trop vague et générique. C'est pourquoi Arc42, ils nous disent bien qu'il faut les relier à des scénarios concrets. Et donc là, je vous ai donné un exemple. Par exemple, on nous dit, OK, moi je veux que ce soit performant. Mais du coup, il faut aller challenger un peu vos PO ou vos PM en disant, OK, c'est quoi performant? Et donc, vous allez vous mettre d'accord sur notre site de billetterie, là, il doit gérer au moins 10 000 transactions simultanées lors de la vente de billets, tout en répondant aux utilisateurs en moins d'une seconde. Et vu que vous avez du concret, derrière, vous allez pouvoir mettre en place, par exemple, des tiers de perf pour atteindre cette cible et ne pas la dépasser. Donc, c'est là où ils disent bien, OK, il y a des critères de qualité, mais il faut les relier à du concret. Perso, j'ai quand même beaucoup dans ma carrière travaillé sur des TMA, donc on n'a plus forcément accès au PO ou quoi que ce soit. C'est le moment où je dis c'est un template, utilisez ce que vous voulez. Moi, c'est le genre de partie que je remplis pas souvent, mais bon, ça a le mérite d'exister. Enfin, avant-dernière partie, donc les risques et dettes techniques. Dedans, on va lister un peu tout ce qu'on a pu identifier sur notre projet. Les différents risques, donc là, dépendance à des services tiers, donc qui potentiellement peut avoir un risque de panne. Donc on est conscient du problème, on n'a rien mis en place, au moins on l'a listé, hein, on aura prévenu les gens. Mise à l'échelle insuffisante pour gérer le trafic, ce genre de choses. La dette technique, absence de test. Bon là c'est des exemples un peu bateaux. On pourrait mettre un lien vers le sonar, hein, ou faire des extractions de données depuis le sonar et les lister dedans, et ça peut aussi faire le job. Dernière partie, le glossaire. Dedans, on va recenser les termes techniques et métiers importants. Donc là, on pense à l'ubiquitous language du DDD. Il faut partager un langage commun entre les devs, les PO, les QA, etc. Donc on peut aussi mettre la traduction de référence si vous êtes dans un contexte multilangue. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à mettre. Donc là, j'ai mis un exemple métier, on va dire, qu'est-ce qu'un billet dans mon application, et un truc un peu technique, c'est quoi une API de paiement. Je vais aussi vous parler donc génération de glossaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des confs de Cyril Martrer ou qui ont lu son livre Living Documentation. Il donne beaucoup de tips sur, ou en tout cas il est beaucoup partisan de mettre des informations fonctionnelles dans le code et ensuite d'extraire ces informations de manière automatisée avec de l'analyse statique. Donc, typiquement sur le glossaire, ce qu'il conseille, c'est de vous mettre par exemple de créer des annotations custom. Par exemple, une annotation glossaire, par exemple, @glossaire, que vous allez taguer sur n'importe quel objet métier, sur toutes vos entités, objet métier, avec par exemple une description. Et vous allez pouvoir parser et aller extraire directement un glossaire gratuitement. Et votre seule source de données, votre seule source de maintenance, ça va être votre code. Donc ça, c'est bon, voilà. Encore une fois, à discuter en équipe, mais ça peut être une solution plutôt sympa. Donc le petit récap. Donc on a fait nos 12, on a parcouru nos 12 parties, et on se rend compte qu'on a pu en générer quasiment la moitié. Alors je mens un peu parce qu'il a fallu s'écrire le gros structurizer DSL, mais une fois qu'il est écrit, on est capable de générer beaucoup de diagrammes pour remplir ces parties-là. Donc faut pas avoir peur, ça peut se faire de manière incrémentale. Encore une fois, c'est un template, donc vous pouvez y aller petit à petit. Ça peut se faire de vraiment quand vous avez le temps. Et donc, si je fais un récap, hein, tout est en ASCII doc. Vous pouvez soit pointer vers des sites statiques qu'on a vus, que vous hébergez à côté de votre doc, ou alors intégrer directement ce qui vous intéresse dans vos ASCII doc, vous intégrez des images. Et une fois que vous avez ça, vous avez plein d'outils qui vous permettent de publier. Je ne sais pas si vous travaillez beaucoup avec Confluence, mais nous, nos clients, on a beaucoup de clients qui travaillent avec Confluence, donc il y a des plugins, les publishers Confluence qui permettent de prendre tout ça et vous les mettre dans des pages Confluence. D'ailleurs, c'est marrant, il y en a qui sont en train de sortir de Confluence parce que ça coûte cher, mais du coup, vous n'avez rien à faire, vous avez déjà de l'ASCII doc, donc vous pouvez vous adapter à votre prochain site statique, quoi, par exemple.
ou générer du Word ou ce genre de choses, du PDF, et vous envoyez ça à vos clients. Donc ça, c'est un template vraiment, vous n'allez pas donner ça à vos utilisateurs, ça, ils ne vont pas comprendre comment fonctionne votre logiciel. Donc si vous développez plutôt un framework, une librairie ou un produit qui est utilisé par des clients, il y a d'autres frameworks qui existent pour un peu structurer sa doc. Et donc je vais vous parler de Diataxis. Diataxis qui est pas mal utilisé. Ça consiste en quoi? Ça consiste en 4 parties. Donc ça c'est ce qu'on retrouve un peu partout quand on parle de Diataxis, notamment sur leur site. Et donc ils proposent de découper en 4 la documentation. On va avoir les tutoriaux qui sont vraiment qui sont là pour apprendre, faire apprendre à l'utilisateur comment utiliser votre logiciel. Les how-to qui ont vraiment qui permettent d'avoir un but à la fin. Donc c'est pas dans le genre de, c'est pas dans les how-to qu'on va on va donner tous les cas A, B, A, C, machin, etc. C'est faut qu'il y ait une tâche à la fin, faut que ça réponde à un problème. Ensuite, on a la partie understanding, donc qui est tous les concepts, comment conceptuellement fonctionne votre application. Donc là, on voit on empiète un peu sur du R42. Donc vous pouvez peut-être imbriquer du R42. Et pareil sur la partie référence. Si je reprends tout à l'heure notre documentation d'API de référence, on est clairement aussi sur une partie d'Arc42. Donc ça, maintenant que je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous ferez attention dans les documentations. Il y a Quarkus, là, quand ils sont passés de Quarkus 2 à Quarkus 3, je crois qu'ils ont refacto leur doc pour passer sur du Diataxis. Et en fait, on se rend compte que des tutos, how-to, les concepts de référence et puis la référence et les concepts, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les sites en fait. Donc ça marche bien. Et il y en a encore plein d'autres. Alors, pas tant que ça en vrai. Mais il y a une conf. Il y a une conf à Devox qui parle un peu de ça, qui donne encore d'autres templates. J'ai perdu son nom, mais c'est Mère Teresa sur Twitter. Donc voilà, vous pouvez aller voir aussi, mais il y a des choses sympas. Pour conclure, donc je vais terminer sur les autres bénéfices d'utiliser un template sur vos projets. Déjà, c'est que quand vous allez mettre en place sur plusieurs projets au fil de l'eau, il va y avoir une homogénéité. Quand vous allez arriver, c'était un peu le propos que j'avais au tout début, on arrive sur un projet, comment elle est structurée. Bon, bah, si vous commencez à mettre un template, alors R42 ou un autre, ou vous pouvez créer le vôtre ou adapter R42, eh bien, les gens vont pas être perdus si vous travaillez avec les mêmes équipes, etc. Encore une fois, ça fait moins de charge mentale aux gens de se repérer dans la documentation. Ça nous a aussi, enfin moi perso, ça m'a servi de guide. Souvent, on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans. Syndrome de la page blanche, ok, fais de la doc, mais ok, je mets quoi dedans? Eh bien, il suffit de lire et de dérouler le template. Et là, je vous l'ai dit, on a vraiment effleuré le truc en 40 minutes. Mais en vrai, il y a énormément de choses dans le template et ça va vous poser des questions. Et encore une fois, faites votre marché et vous allez avoir une documentation qui est plutôt sympa à la fin, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Je vous mets donc à gauche le lien de mon GitHub où vous allez tout retrouver, les slides encore une fois, et à droite l'open feedback. Donc n'hésitez pas à m'en laisser, ça fait toujours plaisir d'avoir des coms, même si c'est pas si constructif, c'est cool. Merci beaucoup.